Bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire, un nouveau webinaire organisé par le Monaco Economic Board, un webinaire qui est cette fois consacré à l'économiste Ludovic Subran. Alors, qui est Ludovic Subran, qui est une véritable vedette, il faut bien l'avouer. Ludovic Subran, c'est le chef économiste d'Allianz, premier assureur et investisseur en Europe. Il est aussi chef économiste de l'assureur crédit Euler Hermès. Avant de rejoindre le secteur privé, Ludovic a travaillé pour la Banque mondiale, le Programme alimentaire mondial des Nations unies, l'INSEE aussi. Ludovic enseigne l'économie, rien de moins qu'à HEC et Sciences Po. Young Global Leader du Forum économique mondial, classé par l'Institut Choiseul et le Figaro dans les 100 leaders français de demain. Il a été conseiller du commerce extérieur. Il siège aussi dans plusieurs conseils d'administration et d'orientation. Et il a contribué à de nombreux ouvrages, comme par exemple La faim et les marchés en 2006, Le désordre dans les monnaies 2015 et Je comprends enfin l'économie en 2019 et en 2020. Ludovic est diplômé de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique et de Sciences Po Paris. Bonjour Ludovic. Alors, Ludovic va nous mener une conférence sur le thème comment faire des affaires en économie de guerre. Alors, une petite explication. Une économie de guerre vient du mot « nous sommes en guerre » qui a été répété 6 fois par le président Macron le 16 mars, avant de nous promettre que nous retrouverions des jours heureux le 13 avril. Il n'empêche que nous sommes à présent en situation de couvre-feu dans les plus grandes villes françaises. Donc, le sujet est tout à fait bien trouvé. Ce dont va nous parler Ludovic, c'est quelle stratégie d'adaptation et quelles opportunités devant un tel challenge. Alors, pour animer cette conférence, je serai là, bien sûr, mais je vais très vite laisser la parole à mon président, M. Michel Dotta, qui va faire une petite introduction et je co-animerai cette réunion, cette émission avec Madame Marion Solaire, qui est la présidente de la Jeune Chambre économique de Monaco et qui a fait l'honneur de nous rejoindre. La Jeune Chambre économique de Monaco, partenaire des webinaires et surtout des conférences de Ludovic Subran depuis maintenant 8 ans. Nous avons aussi un partenaire important que nous tenons à remercier, qui est Monaco Asset Management. Nous tenons à remercier M. Gianluca Bragiotti pour sa fidélité, puisque ça fait déjà 4 ans que Monaco Asset Management est sponsor sur nos conférences. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon président, Michel Dotta, qui va faire une petite introduction sur Ludovic, et Marion Solaire et moi-même reviendrons très vite. Merci. Michel. Merci. Alors, c'est votre président, c'est pas seulement que le président de Guillaume. Bonsoir à tous et bonjour à notre ami Ludovic, parce qu'en fait, Ludovic, il est à Minneapolis et donc il s'est levé très tôt ce matin pour participer avec nous à ce webinaire. Je voulais aussi remercier non seulement Gianluca Bragiotti, mais aussi Anthony Torgani, qui est associé dans Monaco Asset Management et même qui en est le principal actionnaire. Voilà. Comme chaque année, comme Guillaume l'a dit, Ludovic, depuis 2013, nous fait l'amitié de nous éclairer sur des sujets stratégiques en lien avec soit une zone géographique, soit un événement dont l'impact est mondial. Avec le talent et l'humour qu'on lui connaît, il analyse et met en perspective la géopolitique, les statistiques et les prévisions économiques afin de nous aider, si c'est possible, à mieux comprendre le contexte dans lequel nous évoluons et à mieux préparer notre avenir. En fait, vous l'avez compris, Ludovic, c'est le Mbappé de l'économie mondiale. Voilà. Ludovic, selon moi aujourd'hui, et je pense que vous n'allez pas nous contredire, nous vivons une crise financière. Une crise financière qui est une vraie crise de confiance plutôt qu'une crise industrielle. Et bien évidemment, les pays où le service est prépondérant sont impactés plus que les autres. C'est le cas notamment de Monaco, puisque nous sommes une société de services, et aussi un pays qui vit du tourisme. Or, le tourisme est énormément impacté, et peut-être
ça va nous permettre, notamment grâce à Monaco Extend, d'avoir des opportunités sur un nouveau tourisme, un tourisme qui serait connecté, notamment par le développement du numérique et plus particulièrement de la 5G où Monaco est très actif. Voilà, je ne vais pas continuer plus longtemps. Je vais laisser les fenêtres d'opportunités que vous allez nous donner. Et je finirai quand même par un petit mot d'Abraham Lincoln, que vous connaissez bien, Ludovic, et qui disait « Je suis optimiste car je ne vois pas le choix d'être autre chose ». Merci à vous. Merci Michel. C'est à Ludovic. Merci Guillaume. Merci. Écoutez, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis désolé de ne pas pouvoir être à Monaco et j'espère que l'événement sera tout aussi intéressant. J'imagine que vous êtes tous fatigués d'avoir des rencontres digitales. Donc, j'espère garder votre attention pendant la petite heure qu'on va passer ensemble. Merci encore pour l'invitation et pour les compliments que je reçois à chaque fois, même, comme quoi Monaco, même si on ne vient pas à Monaco, Monaco vient à toi à travers une façon de faire, d'aider les gens à se sentir bien. Et donc, j'espère très prochainement vous retrouver tous sur le rocher. Alors aujourd'hui, je vais essayer de caler quelques idées. En effet, il se trouve que je n'avais pas prévu que le président Macron décide encore hier de nous faire une macronade avec cette phrase magnifique « C'est la fin de la société des individus libres ». J'ai eu envie de pleurer en entendant ça en live depuis l'aéroport. Je venais d'atterrir et je me suis dit, mais la façon de voir cette crise, et notamment pour les entreprises, les entrepreneurs, c'est peut-être un peu ça aussi, c'est-à-dire c'est la fin d'une partie des libertés. Et c'est pour ça que je voulais parler de ce que ça voulait dire d'être en temps de guerre quand on est chef d'entreprise. Alors bien sûr, on n'est pas en guerre, mais c'était un clin d'œil au discours du président de mars et aussi, de manière générale, à cette incertitude qui vient des politiques publiques. On pense forcément à l'incertitude liée au virus. Elle est majeure, elle est prégnante, elle est redoutable. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Hein. On va certainement retomber dans une récession en Espagne, en France, aux Pays-Bas dans le 4e trimestre à cause des mesures de restriction, hein, parce qu'on est des économies servicielles. Donc, une grosse partie de notre PIB est liée aux dépenses de consommation des ménages et notamment aux dépenses dites sociales. Donc, la culture, le tourisme, l'hôtellerie, restauration, les transports. Et donc, forcément, ces dépenses-là sont mises à mal avec les restrictions sanitaires. Mais je crois aussi qu'au-delà de ces mesures de restriction et de cette incertitude liée au virus, il y a de la part des ministres des Finances, de la part des banquiers centraux, quelque chose qui est en train de se passer et qui va certainement avoir un effet à moyen terme qu'il faut prendre en compte. En anglais, il y a une très belle expression, c'est overstaying your welcome, c'est-à-dire le risque de rester un petit peu trop dans l'environnement des affaires. Et je voudrais aussi un peu parler de ça parce que c'est un petit peu ça. L'économie de guerre, c'est une économie administrée. Et en tant qu'économiste, on regarde toujours un petit peu la réalité des prix. Les prix du mètre carré, les prix alimentaires, les prix d'une tonne de cargo, les prix de la dette à 10 ans de l'Italie. Et aujourd'hui, on est dans une situation où les prix sont floutés par une intervention massive des banques centrales, par une intervention massive des gouvernements pour pallier, bien sûr. Et la question, c'est est-ce qu'on va savoir à un moment donné redonner la main au secteur privé sans garder une trop grande partie de l'économie administrée. C'est un petit peu de ça dont j'aimerais parler aujourd'hui avec vous. Donc, je vais passer quelques slides. Donc, normalement, vous devriez voir les slides. Donc, elles sont en anglais, je suis désolé. La première chose, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire que on est dans une période où, en fait, on a ce qu'on appelle l'économie des 90%. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on a récupéré une grosse partie du choc du confinement, hein, cette expérimentation sociale géante de privation de liberté, mais surtout de coupe-circuit pour la transmission du virus. Hein. Plus de la moitié de la population mondiale, les trois quarts du PIB mondial ont été confinés pendant presque 2 mois.
Donc ça, c'est quelque chose qui est non seulement important, mais c'est quelque chose qui a clairement créé cet effet darwinien sur les secteurs d'activité et sur les classes d'actifs, sur les générations, on en reparlera. Et puis depuis l'été, on a eu une reprise, d'ailleurs notamment manufacturière. La semaine dernière, les chiffres de la production industrielle de l'Italie étaient très élevés. Ils ont récupéré ce qu'ils ont perdu pendant la crise en quelques mois. La Chine a récupéré depuis maintenant un mois tout le PIB perdu pendant la crise. Donc, il n'y a pas que des situations où on reviendra à des niveaux d'avant-crise à horizon 2022-2023, mais on est dans cette économie des 99%. C'est-à-dire qu'on est dans ce tunnel, dans cette zone un petit peu difficile, cette deuxième phase de la pandémie, où on a des stop and go dans plusieurs pays, très différents d'un pays à l'autre, et qui génèrent en effet ce sentiment de défiance, mais surtout cette difficulté de prendre une décision quand on est chef d'entreprise, une décision d'investissement, une décision d'internationalisation, une décision d'endettement, une décision de recrutement. Et donc, c'est un petit peu ça. Je vais pas. Vous savez, les épidémiologistes sont même meilleurs que les économistes, c'est-à-dire que vous mettez 5 épidémiologistes autour d'une table, vous êtes sûr d'avoir 7 ou 8 avis différents. Et si vous mettez en plus Raoult, alors là, vous avez carrément l'explosion de la divergence et de la dissension. Et donc, ils sont pires que les économistes. Et c'est pour ça que je ne vais pas m'étaler sur ce que moi, je pense personnellement être le futur de ce virus. Mais nous, les hypothèses qu'on fait et que j'encourage tout le monde à faire sont des hypothèses très conservatrices pour lesquelles, en fait, on a le virus qui reste un petit peu ce perturbateur économique jusqu'à l'été 2021. Et on apprend à vivre avec le virus. On n'est pas dans une situation endémique. Pour ceux d'entre vous intéressés par l'histoire, il faut se rappeler que dans l'Empire ottoman, dans la deuxième moitié du 19e siècle, il y avait une récession de l'ordre de 20% tous les 2 ans. Le port d'Izmir était fermé pendant 3 mois tous les 2 ans à cause de la peste et du choléra. Donc, on n'est pas du tout dans cette situation-là. C'est pour ça que les comparaisons historiques avec la Grande Peste, avec les autres pandémies sont difficiles parce qu'on a la science, le digital, l'information qui nous permet de naviguer cette pandémie, mais on a un bruit de fond qui reste et qui, du coup, joue un jeu qui nécessite d'être analysé sur les décisions économiques des ménages, des entreprises, des gouvernements, des marchés. Et c'est un peu là-dessus, c'est ça, en fait, cette économie de guerre. Ce n'est pas une économie de la reconstruction, ni de la destruction d'ailleurs. C'est une nouvelle forme d'économie de guerre. C'est un truc où on sait qu'il y a une peur, il y a une menace. Elle est là, elle est invisible. Et en fait, elle joue assez fortement sur les décisions d'épargne ou de consommation, les décisions d'investissement, les décisions d'intervention. Et donc, c'est un peu de ça dont j'aimerais vous parler parce que ça, forcément, va changer complètement la façon dont on planifie son business pour l'année 2021 et au-delà. Deuxième, voilà, donc ça, c'est un autre graphe pour vous illustrer l'économie des 90%. On a des situations très différentes entre pays, entre secteurs et entre classes d'actifs. Pourquoi? Parce que les gens ont tendance à oublier ça, mais il n'y a pas eu une seule réponse à la pandémie. Et donc, il y a autant de mesures sanitaires qu'on a de pays, il y a autant de décisions d'intervention qu'on a de pays, y compris sur les politiques fiscales et monétaires. Et donc, ça crée cet effet très darwinien avec l'impression, alors à date, que, par exemple, l'Italie va mieux s'en sortir que l'Espagne, ou l'impression que le Royaume-Uni et la France sont dans de mauvais draps. L'impression que les pays d'Asie du Sud-Est, eux, étaient premiers entrés, premiers sortis. Aujourd'hui, Singapour et Hong Kong annonçaient la création d'une bulle sociale et les gens de ces 2 pays pourraient voyager dans le pays ami sans faire de quarantaine. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a autant de situations et donc autant de complexité dans les décisions qui sont prises qu'il y a de pays, et que ça, clairement, ça a pesé sur l'économie des services, l'économie de la consommation. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais, dont j'aimerais que vous compreniez les conséquences. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup les dirigeants politiques parler de relocalisation, d'industrie, de manufacturiers. C'est vrai, c'est important, mais en fait, ça, c'est le diagnostic qu'on fait après la crise. On a un diagnostic de dépendance stratégique dans certains secteurs, on a un diagnostic d'emploi qui risque de nouveau d'être perdu.
Mais en fait, la crise, et la raison pour laquelle on entend beaucoup les politiques publiques parler de manufacturier, d'industrie, c'est parce que cette crise, elle est dans les services. Si vous êtes comme l'Espagne ou le Portugal et vous dérivez une grosse partie de vos revenus du tourisme, eh bien cette crise, elle est particulièrement forte sur vos revenus du tourisme. Si vous êtes comme la France, comme le Royaume-Uni, vous avez plus de 75% de votre économie qui est servicielle, eh bien ça veut dire que vous n'avez pas de filet de sécurité que peut, par exemple, être le secteur manufacturier. Donc, on a vu, par exemple, pendant l'été, de nombreuses entreprises qui avaient des stocks physiques et qui avaient des aides d'État, notamment de liquidité, de prêts garantis, de chômage partiel, qui ont gagné des parts de marché à l'export. Donc, cette crise, encore une fois, elle est très différenciante sur les trajectoires et notamment, elle reste aujourd'hui particulièrement pesante dans les secteurs très proches du consommateur, alors que dans le haut de la chaîne de valeur, à part certains secteurs pour lesquels il y a d'autres sujets, notamment le fait que cette crise a révélé que les risques probabilistes systémiques et exponentiels que sont notamment le changement climatique sont un sujet. On voit la réglementation et c'est un risque majeur pour le secteur de l'automobile, le secteur de l'énergie, de la mine, du ciment, de la construction. On voit le risque d'un contre-choc réglementaire très fort, notamment en Europe avec cette reprise qui se veut plus verte. Donc à part ces secteurs-là, qui étaient déjà touchés par une réglementation accrue et qui vont l'être encore plus. Nous, aujourd'hui, on a publié un papier sur le mécanisme d'ajustement du prix du carbone aux frontières que veut introduire l'Union européenne. Ça va faire des dégâts dans plusieurs secteurs, il faut le savoir, quoi. Donc, à part si on est dans ce secteur-là, mais si on est dans des secteurs industriels où on avait des stocks et puis on a de la liquidité, et on a pas mal de cash en ce moment, eh bien, dans la machine-outil, dans l'agroalimentaire, dans les équipementiers industriels, on a vu des entreprises non seulement ne pas avoir d'effet de la crise, mais pour certaines d'entre elles, repartir beaucoup plus vite car elles ont su gagner en agilité, aller chercher des marchés à l'international dans des pays qui étaient bloqués. Ça, c'est la réalité de cette crise-là et j'imagine que c'est la réalité de ce que vous vivez vous aussi comme entrepreneur. Il y a entre les chiffres macroéconomiques très forts, très négatifs, il y a en dessous de ces chiffres-là une réalité qui est, en fait, on s'en sort pas si mal que ça dans une grosse majorité de secteurs, 80%. Et puis, on a 20% et même particulièrement 10% où c'est très dur, voire ça ne reviendra pas ou jamais à la normale. Donc, on a cette reprise, ce phénomène d'une reprise où on a en effet récupéré 80-90% en quelques mois, ce qui veut dire que c'est une crise très différente de 2008-2009. Ce n'est pas une crise qui est lancinante, ce n'est pas une crise qui est durable. Bien sûr, elle aura des conséquences durables, mais ce n'est pas une crise pour laquelle on est dans, par exemple, une rechute liée à un resserrement des conditions de crédit comme on avait vu en 2008-2009. Ce n'est pas encore, pour l'instant, on va voir une crise politique ou une crise des dettes souveraines comme on avait vu en 2012 pour la zone euro. On est dans une crise qui a été dans l'économie réelle, circonscrite par les politiques publiques, les actions des banques centrales très fortes, les actions des ministères des Finances très forts. Et puis maintenant, on vit avec ce risque de ne pas savoir transformer les mesures d'urgence en mesures plus durables. Et parce qu'on va voir que une fois qu'on a récupéré ces 90%, le sujet, c'est récupérer les 10% qui viennent. Et ces 10%-là, on va mettre 18 mois à les récupérer. Et ça, c'est la difficulté de cette crise, c'est-à-dire qu'on a bien récupéré. Là, vous allez voir, les chiffres du PIB du troisième trimestre vont sortir et on a vraiment l'impression d'une reconstruction, comme s'il y avait eu une guerre, en effet. On va avoir des chiffres de croissance de 15%, 20% au trimestre. Mais le problème, c'est le quatrième trimestre et le début de 2021. Alors bien sûr, il y a l'incertitude, le risque politique, je vais en parler, mais il y a aussi et surtout le fait que, on a un problème de croissance potentielle sous-jacente, on a un problème de zombification et on a un problème de ces 10% qu'on n'arrive pas à relancer avec les mesures de politique publique qu'on connaît. Je vous donne un exemple. Dans la plupart des pays avancés, on a fait des mesures de protection du revenu. Donc, on a des taux d'épargne qui ont bondi de 10-15 points. En France, on a un taux d'épargne qui doit être autour de 25% aujourd'hui. En revanche, en protégeant le revenu, on n'a pas aidé la consommation, notamment dans les services. La Chine, par exemple, a décidé de faire des vouchers pour aller au restaurant et pour booker des hôtels, pour éviter justement que la relance ne soit qu'une protection du revenu, mais ne résolve pas le vrai sujet qui est la consommation, la demande dans ces services-là. Et ça, c'est parce qu'on ne sait pas trop faire. Quand on a une crise dans les services comme ça, ou dans une crise de confiance aussi forte,
même si on a des conditions monétaires et financières très bonnes, même si on rassure sur l'action publique, en fait, on ne sait pas comment forcer les gens à aller consommer quelque chose qu'ils ne connaissent pas ou dont ils ne savent pas en fait si ça va être disponible. Je pense notamment au voyage d'ici un an. Et il faut vous rappeler que tout ça, ces 10% restants, c'est ce qui va aussi coûter beaucoup en emploi. Nous, on a fait une petite étude où on parle de l'emploi caché, du chômage caché, pardon. On a une situation aussi très bizarre où les chiffres du chômage aujourd'hui baissent dans à peu près tous les pays. Pourquoi? Parce que, ils n'ont pas explosé parce qu'en Europe, notamment, il y a eu ce choix d'aider avec du chômage partiel. Ça, c'était super. Les États-Unis n'ont pas fait ce choix et vous avez vu la montée incroyable du nombre de gens au chômage. Mais le sujet, c'est que, on ne sait pas vraiment si les emplois qui sont conservés, c'est pas reculer pour mieux sauter, c'est-à-dire qu'à horizon de 12 mois, peut-être que ces emplois-là qui ont été conservés vont quand même se transformer en chômage. Mais surtout, on se rend compte qu'on a beaucoup de gens, soit pour des problèmes de garde d'enfants, soit parce qu'ils sont dans des secteurs où ils savent qu'il n'y a pas d'activité, ne cherchent plus d'emploi. Et donc, le chômage caché ou le halo du chômage, c'est le risque qu'on ait énormément de gens qui, en fait, soient démotivés du marché du travail. Et notamment aux États-Unis, le taux de chômage est à peu près presque 3 fois plus élevé que là où il était avant la crise. Mais nous, on estime qu'il pourrait être même 4 fois plus élevé si on comptait les gens qui ne cherchent même plus, qui ne sortent même plus dans la rue pour aller chercher de l'emploi parce qu'ils savent que dans les restaurants, dans les hôtels, en fait, il n'y a pas de boulot, donc ça ne sert à rien d'y aller. Et ça, par exemple, les chiffres du chômage ne savent pas mesurer ça. Donc, le message ici, c'est de dire, parce que c'est un choc sans précédent, parce que c'est une forme de guerre dont on n'a pas l'habitude, ça va nous forcer à penser les indicateurs, le PIB, l'inflation, le chômage différemment, et notamment parce qu'on va être pendant les prochains 18 mois dans cette période où on va peut-être mal mesurer la situation. Et donc, il faut garder un peu d'humilité sur la mesure de la situation, mais surtout garder une certaine agilité, des contingents sur la façon d'ajuster une partie des politiques publiques. Moi, je vais vous parler des mesures qui ont été prises dans les différents pays. Je pense qu'il y a beaucoup de mesures qui ont été prises qui vont devoir être réallouées. En France, par exemple, sur les 100 milliards annoncés, on va certainement avoir une réallocation vers les subventions salariales pour éviter que cette crise sanitaire, financière, économique ne se transforme en crise sociale. Je vous parlais du risque politique. C'est assez intéressant de voir que la dernière fois qu'on s'est vu à Monaco, on avait exactement les mêmes sujets. Le Brexit, les élections américaines, les tensions en Méditerranée, les tensions en mer de Chine, des élections pas faciles dans beaucoup de pays. Mais maintenant, on les a sur fond de coronavirus. Et donc, ça change un petit peu les choses. Les politiques, le président le disait hier, et c'est pour ça que, encore une fois, pour filer cette métaphore de la guerre, en fait, on est dans une situation où on a le sentiment de nation est redevenu très présent, de communauté de destin. Et donc, par exemple, un Premier ministre comme Boris Johnson, par rapport à sa prédécesseur Theresa May, au lieu de passer du temps sur le Brexit, il a préféré passer du temps sur la relance de l'économie britannique, sur les laissés-pour-compte de la croissance britannique, sur le système de santé. Et donc, chacun des États a été ramené à ses priorités domestiques. Le président Macron, par exemple, adorait voyager. Il est d'ailleurs toujours dans une position de leader sur les questions européennes. C'est lui, avec la chancelière, qui a décidé d'avancer à pas de géant sur cette mutualisation de la dette. Le Paris Peace Forum qui s'ouvre en novembre va être l'occasion pour lui de parler de sa façon de voir la mondialisation heureuse, mais il est ramené au quotidien et chacun de ces leaders sont ramenés à leur quotidien. Et donc ça change bien les enjeux de l'élection américaine. C'est plus la Chine, l'accord de Paris, c'est est-ce que j'ai du revenu à la fin du mois? D'où le choix de Biden très fort de mettre le paquet sur la redistribution, plus de 2,5 trilliards. Au Royaume-Uni, le Brexit, c'est le cadet de leurs soucis aujourd'hui. Et du coup, ça montre d'ailleurs un désintérêt grandissant. Aujourd'hui, il y a une réunion clé qui a lieu et on voit qu'en fait, on va vraiment être sur quelque chose qui va se jouer à la toute dernière minute parce que, du moins du côté britannique, il y a d'autres chats à fouetter. Et donc ça, c'est intéressant parce que ces risques politiques,
pareil, il y a encore 9 mois, tout le monde était inquiet des élections en Côte d'Ivoire, pays clé, pays cœur, et puis la mort du candidat pressenti, Alassane Ouattara qui reprend le flambeau, et aujourd'hui une insécurité grandissante dans le pays. Eh bien, on n'a plus de bande passante puisque chacun est sur ses sujets. Et ça change complètement l'effet que ce risque politique a sur les affaires, parce que les gens ne regardent peut-être plus assez le risque politique dans les endroits où ils ont des actifs ou dans les endroits vers lesquels ils commercent. Et donc ça, il faut rebrancher ça. C'est-à-dire qu'on est tellement abreuvé d'informations sur les conditions sanitaires et sur est-ce que le bar est fermé ou pas dans mon quartier, qu'on ne voit plus qu'il se passe des tonnes de choses, les émeutes en Thaïlande, les élections en Tanzanie, en Guinée, au Niger, des élections très importantes à venir en Allemagne en 2021, des élections tout aussi importantes en Bulgarie, en Tchéquie. Eh bien ça, c'est un petit peu le sujet, c'est que le corona nous a ramenés, nous, citoyens du monde, exportateurs, entrepreneurs, investisseurs mondialisés, vers des frontières très westphaliennes et très petites en fait. Et donc, il faut rebrancher ça. Et je pense que ça, le MEP fait ça très bien. J'ai vu que vous continuiez les voyages et les déplacements malgré le coronavirus. Et donc, c'est tout à votre honneur. Les États-Unis, parce que j'y suis, je voulais vous parler un petit peu de la situation. Nous, ça fait depuis un moment, enfin depuis l'année dernière au moins qu'on dit que le président Trump ne sera pas réélu. C'était juste pour dire quelque chose parce qu'on me pose la question tout le temps. Là, maintenant, il semblerait que Biden gagne. Moi, je suis beaucoup moins optimiste que ceux qui se basent sur les sondages. Je pense que la victoire, non seulement va être d'une courte tête, mais elle va être aussi très contestée. Et surtout, elle va donner lieu à un léger chaos post-électoral. Pourquoi ? Parce qu'il y a une chance assez forte que, les votes physiques soient en faveur du président Trump et que les votes en ligne soient en faveur du vice-président Biden, et que donc la réconciliation prenne du temps. Donc, si vous voulez que ça donne du grain à moudre à tous ceux qui pensent que le candidat légitime serait celui-ci ou celui-là. 2, moi je pense qu'on a de grandes chances que le Congrès soit encore partagé entre un Sénat républicain et donc une chambre basse démocrate. Et donc ça complique un petit peu la donne, notamment sur les choix qui sont faits, puisque comme je le disais, les deux candidats proposent presque 3 trilliards de dettes supplémentaires pour les États-Unis. Quand vous vous inquiétez de la dette mondiale, rappelez-vous que les États-Unis, eux, ont géré ça comme une vraie guerre. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert les vannes monétaires et budgétaires à des niveaux qui, en fait, posent pour le reste du monde les conditions de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va certainement avoir une dette sur PIB aux États-Unis qui atteindra à horizon 2023 150%, que ce soit Biden ou Trump. Donc, si vous voulez, ça en relatif, le fait que l'Europe fasse aussi énormément de déficit et donc énormément de dettes, on va certainement avoir en France 15% de déficit cette année. En fait, ça relativise énormément les choses. Et ça, c'est assez important de comprendre ça. C'est-à-dire que les États-Unis continuent d'impulser l'environnement dans lequel la dette, et notamment la dette souveraine, est perçue. Et donc, les deux ont décidé de faire énormément d'interventions budgétaires. Un, en coupant les impôts des entreprises, l'autre, en redistribuant une partie de ses revenus aux ménages, et donc avec des effets très différents, notamment sur la bourse. Moi, je continue de penser qu'il y a une correction très forte à venir du marché action américain de l'ordre de 10% entre la fin de l'année et le début de l'année, une augmentation des écarts de taux de crédit pour les entreprises de 100 points de base. Enfin, je pense que cette élection va révéler, et encore plus si Biden gagne, qu'on a un petit basculement qui se fait, qui est peut-être moins pro-business aux États-Unis et qui, du coup, va calmer la bulle de la tech, même si aucun des candidats n'a parlé de réglementation dans les technologies. Mais on va certainement avoir… Aujourd'hui, je vous donne des chiffres qui sont fous, mais quand nous, on fait tourner nos modèles de rendement anticipé sur l'action Tesla, on est sur 280%. C'est impossible. Donc, ça montre que c'est des patates chaudes. Et il y en a plusieurs comme ça. Même si le Covid a accéléré la digitalisation, le besoin du verre, l'expérience, et que peut-être que relativement Tesla semble beaucoup plus
avant-gardistes que des constructeurs à moteur thermique européens, ces types de différentiels ne sont pas soutenables. Donc cette élection, elle va être, en plus du coronavirus, un révélateur, si vous voulez, d'une partie des vulnérabilités qui sont nées des politiques publiques prises pour répondre au coronavirus. Alors quelles sont-elles, ces politiques publiques? Il y a eu à peu près 20% de stimulus. C'est l'équivalent de la réponse en temps de guerre. On a fait à peu près 10 points de PIB mondial sur l'injection de liquidités, 10 points de PIB mondial sur l'injection de budget public. Et donc, alors les deux sont dans un pacte faustien assez fort, hein, puisque les banques centrales, l'indépendance des banques centrales n'a jamais été vraiment le cas d'ailleurs. C'est un peu un sujet qui fait plaisir qu'à ceux qui sont un petit peu orthodoxes là-dessus, mais il y a toujours eu, depuis au moins 20-30 ans, un mariage un peu déguisé des banques centrales et des gouvernements dans le secteur financier. On l'a vu lors de la dernière crise, on le voit encore plus lors de cette crise-là, c'est-à-dire que quand les banques centrales interviennent, c'est pour supprimer la volatilité des marchés, c'est pour des raisons, c'est pour éviter des vagues de défauts d'entreprise, c'est pour éviter des paniques financières, c'est pas vraiment pour des raisons de déflation ou c'est pas vraiment pour protéger l'emploi. Et donc, on est dans cette situation aujourd'hui où non seulement la Fed et la BCE ont mis énormément d'argent, mais en plus, nous, on s'attend à ce que la BCE remette 500 milliards sur la table d'ici décembre. Quand on regarde ce que la Fed et la BCE ont acheté, notamment pour les dettes entreprises, on est très en dessous de ce qu'elles ont annoncé. Aux États-Unis, par exemple, la Fed, qui a annoncé plus d'1 trilliard d'injection de liquidité, n'a acheté pour l'instant que 40 milliards, 45 milliards de dettes d'entreprises anges déchus. Donc, les anges déchus, c'est ces entreprises qui sont notées triple B, c'est-à-dire elles sont juste à la limite de ne plus être notées à investissement, investment grade. Et il faut savoir que depuis le début de la crise, notamment à cause de la situation sur les chiffres d'affaires, les profits des entreprises, il y a le marché la taille du marché des anges déchus, donc ces entreprises qui sont un peu borderline, où souvent vous trouvez des entreprises du retail, des télécoms, de l'énergie, a doublé. Donc aujourd'hui, la capitalisation boursière des entreprises anges déchus, c'est 250 milliards et c'est 2 fois plus que ce qu'elle était en début d'année. Donc la Fed a encore énormément de marge de manœuvre et elle va certainement devoir faire plus parce qu'on voit cette fuite en avant, notamment sur l'endettement entreprise. La plupart des entreprises aujourd'hui qui s'endettent, c'est pour des raisons de financement général, c'est pas pour faire des acquisitions ou des fusions, c'est pas pour faire de l'investissement, c'est de la dette restructurée. Et donc ça veut dire que on va certainement avoir, et vous voyez les cas de fraude, etc., on pourrait avoir un risque qui pointe aux États-Unis dans certains secteurs si jamais la situation perdure, mais surtout si on a peut-être un Congrès américain qui est moins aidant envers les entreprises, on pourrait voir une petite vague de défauts et du coup la Fed rentrerait très fortement sur le marché pour calmer, pour resserrer les écarts de taux. Mais avec ce risque d'une grande volatilité. Donc toujours beaucoup de munitions, ce qui est plutôt la bonne nouvelle et ce qui montre bien que la guerre n'est pas finie, mais peut-être un risque d'être un peu tardif dans l'entrée sur le marché et donc d'avoir, pareil, au tournant de l'année 2020-2021, quelque chose qui soit un peu plus chaotique sur le marché des obligations d'entreprise aux États-Unis. Deuxième sujet, et c'est pour ça aussi que l'analogie de l'économie de guerre est importante, comme les banques centrales. Alors en Europe, en Europe, on a fait quelque chose de magique cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on a joué dans la cour des grands. La décision de la Banque centrale européenne, malgré les balbutiements initiaux, fait que l'euro est considéré aujourd'hui comme une monnaie très forte, et d'ailleurs en valeur beaucoup trop forte pour certains. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que la BCE, cette fois-ci, n'a pas hésité par rapport à 2008-2009. Et elle a décidé qu'elle protégerait son risque souverain, elle protégerait ses entreprises à tout coût. Et donc, elle est montée très fort, très vite. Et donc, que ce soit les États-Unis, l'Europe et la Chine, ils ont tous fait énormément. Ils ont imprimé de l'argent, comme on dit, mais ce n'est pas vraiment ça qu'ils ont fait. C'est surtout, ils ont décidé d'intervenir sur le marché au point que, ils ont flouté les prix, je vous le disais, mais deux, le match se joue dans l'échange.
C'est-à-dire qu'on a depuis maintenant le début de l'année cette faiblesse du dollar qui inquiète. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est la fin du dollar comme monnaie de réserve, parce que ces gens-là, on les entend toujours sortir de leur boîte quand on a des élections, parce que c'est le bon moment pour dire et si les Chinois arrêtaient d'acheter des obligations américaines, et si les Saoudiens arrêtaient d'injecter leur pétrodollars dans l'économie. C'est vrai tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, les pétrodollars achètent beaucoup moins d'obligations souveraines américaines. C'est vrai ça. C'est vrai aussi qu'aujourd'hui, les Chinois, les investisseurs chinois préfèrent investir domestiquement. Et cette idée de circulation, de circuit chaud, circuit froid, la relance chinoise a privilégié les investisseurs qui restent plutôt domestiques. Mais le dollar reste une valeur de refuge, le dollar garde son privilège exorbitant. Et ce qu'on a, c'est qu'un dollar qui est relativement peu cher par rapport à l'ensemble des monnaies. Et nous, on pense que ça ne va pas durer. Je pense que sur 2021, on va certainement avoir le dollar. On va avoir à court terme un dollar qui se déprécie à cause de l'incertitude de l'élection. Mais on pense que le dollar se réapprécie en 2021 et que certainement, il va rester bas, il va rester plus faible que ce qu'il a été en moyenne au cours des 2-3 dernières années. Ça va certainement générer pas mal de perturbations sur l'échange, notamment sur l'échange émergent, parce qu'aujourd'hui, les marchés émergents bénéficient des conditions monétaires et financières très bonnes, puisque le dollar est pas cher, il y a du crédit, et ça, c'est peut-être quelque chose qui ne va pas durer. Même si la Fed monte ses taux la première fois qu'en 2023, on risque d'avoir un petit peu plus de géopolitique des monnaies. Ces fameuses guerres des monnaies, on est en plein dedans. C'est-à-dire le dollar faible, c'est un choix du président Trump quelque part. Alors, ce n'est pas lui qui l'a décidé, c'est le coronavirus et l'intervention très majeure de la Fed et les impacts que cela a sur les flux de financement internationaux, notamment la balance des paiements américaine. Mais, quelque part, ça a joué, si vous voulez, c'est le fait que les États-Unis aient eu envie d'instrumentaliser le dollar. Ça ouvre pour l'ensemble des pays, ça rouvre la question de, eh bien, qu'est-ce qu'on fait si on est vraiment en temps de guerre? Est-ce que la souveraineté monétaire, c'est important? Et si on est vraiment dans une situation de manque d'entraide, est-ce qu'on ne va pas chercher à d'abord sauver sa monnaie plutôt que de laisser les autres gagner du terrain? Et d'ailleurs, l'Europe et l'euro notamment repensent leur stratégie d'internationalisation. L'euro va créer, la Banque centrale européenne va créer sa monnaie digitale. La Banque centrale donne un verdissement de l'euro dans son intervention. Tout ça, c'est dans l'idée de créer une forme de souveraineté monétaire un peu plus forte qu'elle n'a été jusqu'à présent. Et ça, c'est aussi ce qu'on voit généralement après un temps de guerre, c'est-à-dire ce désordre dans les monnaies. Sur les paquets budgétaires, pareil, les tailles sont assez équivalentes à ce qu'on a généralement lorsqu'il faut reconstruire. On a eu presque 10% au total, de l'ordre de 5, 6, 7% en Allemagne, en France, au final, des déficits qui du coup sont au-dessus de 10%. On a eu en Chine des déficits aussi, ou du moins des mesures de relance très fortes, beaucoup moins fortes qu'en 2008, mais parce que la Chine a circonscrit sa crise très vite. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller au-delà de ces chiffres. 100 milliards, 30 milliards sur la rénovation énergétique, 30 milliards sur la compétitivité, 30 milliards sur les subventions salariales, c'est le plan français. Mais en fait, quand on regarde dans les faits, on voit deux types de plans. Les plans qui sont censés aider à court terme, basta, notamment quand il y a des sujets d'élection, c'est le cas de l'Allemagne. 4%, c'est taux de TVA réduit, transfert aux ménages les plus vulnérables, et c'est du chômage partiel, et tout ça, on le fait jusqu'aux élections de 2021. Bon, c'est presque clientéliste. Et puis, on a les planificateurs, donc la France, par exemple, qui met 30 milliards pour la rénovation énergétique, pour la compétitivité des entreprises, et qui se dit, en fait, en plus d'essayer de résoudre la crise de court terme, je vais essayer de planter les graines, je vais essayer de ne pas me louper cette fois-ci, et d'utiliser cette crise pour repartir sur de meilleures bases que ce que j'ai pu faire dans les crises précédentes. Et ça, c'est très drôle parce que c'est le cas de pas mal de pays d'Asie.
Michel parlait de l'économie sans contact, la Corée, politique industrielle très majeure, Singapour, politique industrielle très majeure. C'est le cas de la France, qui décide cette fois-ci de faire un petit peu plus d'Allemagne en mettant un choc de compétitivité avec les coupes de 20 milliards sur les impôts de production. Et après, on a des pays qui sont un peu perdus. Donc, on a un des pays qui ont juste fait ce qu'il fallait, c'est le livre « Qu'est-ce qu'il faut faire en temps de crise ?» On fait ça c'est l'Allemagne. Un peu les États-Unis aussi. Il y a ceux qui essaient d'ingénierer une forme de reprise, la France, la Corée, la Chine. Et puis, on a ceux qui, pour l'instant, n'ont pas su, pour des raisons politiques ou pour des raisons de gouvernance, faire une reprise digne de ce nom. Et là, on a l'Italie, l'Espagne. Et ça, c'est inquiétant parce que, par exemple, pour l'Italie et l'Espagne, ça veut dire que s'ils n'ont pas de plan aujourd'hui, il y a une chance que l'argent qui va être donné par l'Europe dans le Next Generation EU soit très politisé. La France, par exemple, a dit moi, je vais recevoir 30 ou 40 milliards de l'Europe, je vais le mettre sur la rénovation énergétique. Du coup, il a fait du fléchage, le président. Ce qui est très malin parce qu'on ne peut pas dire vous avez utilisé l'argent pour faire du dumping. Alors qu'en Italie ou en Espagne, à cause d'un gouvernement minoritaire, en Italie pour des raisons un peu différentes, mais c'est toujours des raisons un petit peu de blocage politique, le fait qu'on n'arrive pas à décaisser très vite, les pays vont être dans une trajectoire de croissance plus faible, mais surtout, on risque d'avoir une très forte politisation de l'aide budgétaire européenne. Et donc ça va être, à mon avis, le sujet. Alors, ce n'est pas un sujet de soutenabilité, ce n'est pas un sujet de liquidité. Donc, ce n'est pas un sujet de liquidité parce qu'il y a la Banque centrale. Ce n'est pas un sujet de solvabilité parce que il y a aussi les banques centrales, mais aussi parce que les taux sont très bas pendant très longtemps. Donc, c'est un sujet qui sera pour plus tard, les questions de soutenabilité de la dette. C'est plutôt une question de ne pas faire assez pour la reprise. Et ça, on le voit dans certains pays d'Europe dont je vous ai donné les noms, mais on le voit aussi dans beaucoup de pays émergents. L'Afrique du Sud, l'Inde, le Mexique, les pays n'en font pas assez et du coup, on risque de se retrouver dans des situations un peu difficiles parce que soit ils vont le faire trop tard et donc avec un risque d'exécution qui va forcément plomber la croissance, soit ils vont le faire à un moment où ils risquent d'aller dans des secteurs ou des activités pour lesquelles on ne les attend pas. Et en France, je vous avoue que ça m'inquiète aussi, c'est-à-dire qu'on a annoncé quelque chose, mais on se rend compte que l'État est prêt à intervenir dans beaucoup plus de secteurs que ce qu'il a annoncé. Et donc, ça complique la vie des affaires. Parce que si vous devez faire davantage attention au risque que l'État intervienne dans votre secteur plutôt que le vrai signal de prix du marché, eh bien, c'est un autre type de monitoring qu'il vous faut faire. Et donc ça va être un vrai sujet partout dans le monde, mais dans certains pays en particulier, on risque d'avoir une politisation très forte. En France, par exemple, même dans ce qui a été annoncé, il y a des subventions cachées, il y a sur la décarbonation des sites industriels, sur l'innovation. Donc, il y a une volonté d'être un petit peu, sans le dire à l'Europe parce que ça contrevient aux règles de concurrence, mais d'être dans l'intervention depuis Bercy dans plein de petits secteurs d'activité. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête parce que ça peut, dans la dynamique qu'on a avec son concurrent ou dans la dynamique de secteur, potentiellement changer un petit peu les attentes et surtout les résultats que ça peut avoir sur la croissance et sur les profits qu'on peut faire dans un secteur si l'État venait à être plus ou moins présent dans ce dit secteur. Et ça va durer pendant pas mal de temps. Je ne vais pas trop parler parce que je vois le temps qui tourne des marchés émergents. Sur le cycle d'investissement, nous, on voit que la plupart des entreprises sont dans l'attente aujourd'hui. Il y a pas mal de cash. Il y a aussi beaucoup plus de dettes. Chez les ménages, c'est pareil, il y a beaucoup de cash parce qu'il y a ces perspectives d'emploi qui sont limitées. Et donc, la grande question, c'est quand est-ce que ce cash, cette épargne forcée, le fait que la plupart des entreprises ont utilisé les mécanismes mis en place pour se hedger contre un futur un peu plus difficile, quand est-ce qu'on va le voir dans une vraie accélération des dépenses d'investissement sur l'internationalisation, la digitalisation et ça peut être le changement de positionnement produit, etc. Et ça va être assez important parce que aujourd'hui, on a des cycles d'investissement qui sont à l'arrêt à peu près partout, sauf en Chine. Et donc, la question, c'est de savoir si je donnais le chiffre juste avant cette discussion à Michel. Nous, on a vu que le contenu en import mondial, le contenu en import chinois mondial a bondi de 15% au premier trimestre à près de 25% aujourd'hui. Donc, vous voyez que ceux qui sont prêts à continuer d'investir, et je fais la comparaison
entre un gros pays comme la Chine, mais ça peut être avec une entreprise. L'entreprise qui aujourd'hui continue d'investir, elle a certainement beaucoup plus de chances de gagner des parts de marché que celle qui garde son cash ou qui ne rapporte pas grand-chose. Ou celles qu'on voit aujourd'hui, moi j'en vois beaucoup qui viennent nous consulter chez Allianz, des entreprises qui ont énormément de cash et qui du coup se mettent à faire de la gestion d'actifs. Donc vous avez une PME du milieu de l'Allemagne, elle a pris le prêt garanti par l'État, elle n'en a pas vraiment besoin, parce qu'elle est très bien capitalisée, elle continue de réexporter ce qu'elle fait et tout ça. Mais du coup, comme elle a 30 millions, 50 millions, elle ne sait pas quoi en faire. Et du coup, elle va aller acheter des actions, elle va aller acheter de l'immobilier. Et ça, c'est un autre métier. Et donc, ça crée d'autres risques, et qui d'ailleurs intéressent beaucoup la BCE, parce que la BCE se dit, attention, est-ce qu'on n'a pas des gens qui sont trop riches en cash? Et ça intéresse aussi les gens de gauche, parce que vous imaginez bien que toute la relance de la discussion sur la fiscalité va avoir de beaux jours devant elle, parce que les gens vont vouloir taxer cette épargne qui dort. En France, on a plus de 100 milliards, en Allemagne, c'est plus de 120 milliards, même aux États-Unis, le taux d'épargne a bondi. Alors après, ce n'est pas équitablement réparti, mais quand on regarde l'épargne sur le bilan des entreprises, depuis le début de la crise, on est autour de 400 milliards en Europe. Et donc, sur l'ensemble des entreprises européennes. Et donc, c'est quand même des chiffres assez majeurs. Les défaillances, pareil, ça fait partie de ces sujets complètement incroyables entre les interventions étatiques, les moratoires sur les situations d'urgence, les tribunaux commerciaux fermés, etc. On a eu une baisse significative des défaillances en Europe sur la première partie de l'année, alors qu'aux États-Unis, on a eu un nombre record de chapitre 11, de chapitre 11, on a eu en Asie énormément de faillites. En Europe, on est comme si on avait mis sur pause et on ne sait pas quelle est la réalité des prix des dettes commerciales. Donc moi, aujourd'hui, Allianz détient Euler Hermès est filiale d'Allianz. Euler Hermès, premier assureur crédit. Eh bien, on a des prévisions de faillite qui sont complètement perturbées par des décisions d'intervention. Alors, les bonnes décisions, c'est celles qui ont sauvé les boîtes de faillite, ce sont les injections de liquidités, les aides sur les moratoires d'impôts, les déplacements de charges, etc. Mais aussi des décisions de calendaire qui font qu'on a des entreprises qui se regardent et qui hésitent. Alors, les délais de paiement ont quand même augmenté en moyenne dans le monde de un mois, enfin, de 10 jours en moyenne dans le monde, mais jusqu'à un mois, voire un mois et demi dans certains secteurs particulièrement touchés par la crise. Donc, on a des secteurs sur lesquels ça ne se voit pas, ou presque pas. Et puis, on a des secteurs, notamment hôtellerie, restauration, distribution, transport, où les délais ont augmenté de 30 à 40 jours. Donc, on sait que le risque sur le BFR est là. En revanche, on a encore, en fait, dans les statistiques officielles, très peu de matérialisation de faillite. Il y a toujours une augmentation des faillites pour les grosses entreprises, disons au-dessus de 50 millions de chiffre d'affaires, donc ce n'est pas si gros que ça non plus. Mais en revanche, dans les toutes petites, il y a eu énormément de cessation d'activité, mais sans faillite. C'est-à-dire que les gens sont partis sans laisser de dette à leurs fournisseurs. Donc ça, c'est une situation aussi très exceptionnelle, du moins par rapport à 2009. Donc nous, on continue de penser que du coup, il y a une bombe à retardement sur les faillites. Donc nous, on dit, attention, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de faillite dans le rétroviseur que, vu que le risque de crédit va rester dans ces 18 prochains mois, on va forcément avoir une forme de diffusion de ce risque de crédit avec des effets dominos sur les fournisseurs de ces boîtes qui font défaut. Donc on est bien sûr l'Europe autour de entre 20 et 25% de croissance des faillites, mais sur un cumulé jusqu'à fin 2021, et plutôt avec une baisse sur la première partie de l'année. Alors que sur les États-Unis, sur la plupart des pays émergents, par exemple l'Asie du Sud-Est, mais aussi l'Amérique latine, on a déjà vu le pic de faillite. Donc le pic, on l'a vu, on le gère, alors que dans certains pays européens, le pic, on ne l'a pas vu et on risque de ne pas avoir de pic. On risque d'avoir en effet une accélération du nombre de faillites sans avoir vraiment un pic et donc avec quelque chose qui dure. Sur le commerce mondial, un mot, le commerce mondial est reparti à l'été beaucoup plus vite qu'en 2008-2009, mais avec cette différence entre le commerce de biens, qui lui est reparti très vite, et le commerce de services qui est complètement à l'arrêt.
Et du coup, c'est ce que vous avez dans le graphe du milieu, c'est-à-dire qu'on a vraiment ces secteurs qui sont des perdants du Covid, éducation, culture, hôtellerie-restauration, transport, des secteurs qui sont très affectés par la récession, les biens semi-durables, automobiles, textiles, les secteurs qui ont gagné un petit peu avec le Covid et la récession. Donc là, vous voyez, alors il y a Recreation et Culture Goods. Donc ça, c'est Netflix, c'est la génération Netflix. Et puis, vous avez tout ce qui est jardinage, les gens s'achètent des meilleurs meubles, etc. C'est assez drôle de voir. Donc le textile perdant, en revanche, les distributeurs d'ameublement gagnants. Et puis après, vous avez les secteurs qui ont tenu, donc communication, services financiers, santé, distribution alimentaire et tout ce qui est utilities. Parce que ça, forcément, ça ne bouge pas en période de récession. Donc, on a ce mapping des secteurs avec ceux qui vont avoir plus de mal au démarrage, mais j'en ai déjà largement parlé lors de mon précédent point. Je vais juste finir sur cette slide-là qui est plutôt à moyen terme. Ça veut dire quoi ? Quels sont les effets cicatriciels de cette guerre sanitaire avec le virus ? J'en ai parlé longuement, l'hyperprésence des États. Et donc, pour une entreprise, apprendre à travailler avec des États très présents, qui ne sont pas dans une reconstruction physique, mais qui sont dans une volonté de gérer la crise sociale qui pourrait venir de cette crise sanitaire et économique. Donc, contre-choc réglementaire, risque de zombification, ça va être notre quotidien pendant les 2-3 prochaines années. Deuxième chose, une vraie tripolarisation du monde avec l'Europe qui décide de faire sa reprise un peu toute seule, verte et inclusive, alors que les autres n'en ont rien à faire. C'est-à-dire que la Chine décide de faire une reprise pour la Chine et les États-Unis, on va voir ce qui va se décider, mais ça sera certainement une reprise pour les Américains. Et donc, on se retrouve avec l'Europe qui décide un peu toute seule de faire cavalier seul sur une reprise pleine de principes. Et ça, c'est bien, parce que du coup, depuis le temps qu'on dit que l'Europe ne fait pas assez, là, elle tente. Après, ça risque du coup de créer vachement d'entropie, c'est-à-dire de risque à l'intérieur de l'Europe, mais surtout de friction entre l'Europe et le reste du monde. Troisième chose, les taux d'intérêt bas. Donc ça, c'est plutôt pas mal si vous êtes emprunteur net. C'est plutôt pas très top si vous êtes épargnant net. Donc des taux très bas pendant très longtemps. Du coup, des marchés actions qui vont être plus volatiles mais plutôt porteurs. Les marchés immobiliers, le private equity qui va continuer à mon avis d'être assez rentable, mais ça crée en fait de nouvelles choses. Des chocs entre les plus riches et les plus pauvres. Je ne sais pas si il y a un livre que j'aime bien citer qui est le livre de Walter Scheidel qui s'appelle The Great Leveler, qui est un livre dans lequel il dit en gros, il n'y a que 4 raisons pour lesquelles on réduit les inégalités dans l'histoire du monde. C'est catastrophe naturelle, pandémie, guerre, et je ne sais plus quelle est la 4e, mais c'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et cette pandémie-là nous montre qu'en effet, au contraire, elle est très darwinienne. En 2020, les actifs financiers des ménages vont croître de plus de 5% au total, alors que la récession, elle, va baisser l'économie va se contracter de 5%. Du coup, ça crée aussi des chocs générationnels. Donc ça, c'est pour faire plaisir à la jeune chambre économique, ou du moins c'est que quand vous êtes jeune aujourd'hui, quand vous sortez de vos études, vous allez avoir beaucoup de mal à trouver du boulot. Quand vous sortez l'année d'une récession comme celle-là, quand vous avez 40 ans, vous gagnez 10 à 15% de moins en salaire réel que la génération qui est sortie juste avant. Et puis, si vous êtes jeune aujourd'hui, si vous voulez acheter un appartement ou si vous voulez acheter des solutions d'épargne pour votre retraite, c'est beaucoup plus cher et ça le sera encore plus à cause des interventions des banques centrales que ça l'était il y a quelques années. Et donc, on va forcément devoir à un moment donné résoudre ce sujet du clash des générations parce que ça va peser sur la cohésion sociale. Donc, il n'y a pas que des effets à court terme, il y a des effets… Alors, quand en plus vous leur interdisez de sortir, je pense qu'il va falloir s'occuper très sérieusement de nos jeunes à horizon 3 ans. La bonne nouvelle, c'est le moment des entreprises qui ont su faire les investissements et dégraisser leurs coûts avant la crise. Il y a des entreprises qui sont en vraie mentalité de reset.
qui ont accéléré l'investissement dans le digital, qui ont accéléré le repositionnement de leurs produits, qui ont bénéficié de ce changement de régime pour aller plus vite, plus loin. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que ce n'est pas une fatalité. Mais encore une fois, c'est juste que c'est très darwinien. Ça change la relation au risque. Ça va créer des comportements par rapport au risque des entreprises et des ménages très différents. Par exemple, nous, dans le secteur de l'assurance, comme vous le savez, il y avait un gros sujet sur l'assurance contre l'interruption des affaires, parce que les pandémies étaient exclues des polices d'assurance. Et pour nous, en tant qu'assureurs, c'est vrai que ça va créer un moment de vérité avec nos clients, avec nos courtiers, de discuter de ce qu'il y a vraiment dans le contrat d'assurance qui est peut-être trop complexe. Donc, simplifier les produits pour s'assurer que si vous voulez payer une prime pour être assuré contre l'interruption des affaires, eh bien, il faut le faire. La plupart du temps, on s'est rendu compte dans nos échanges avec les clients qu'ils n'étaient pas au courant que la pandémie est exclue. Alors que nous, tous ces risques qui sont exponentiels, covariants, probabilistes, c'est très difficile à mesurer. Donc souvent, on les exclut des garanties. Et là, on va certainement devoir penser une solution d'assurance, peut-être avec le public, pour justement éviter que si prochaine crise pandémique il y a, on soit de nouveau dans cette situation de tension très forte entre les assureurs et les assurés. De manière générale, cette histoire de l'appétit au risque va être complètement aussi négativement affecté, c'est-à-dire que les gens vivent dans une certaine angoisse. Il va falloir lutter contre les effets néfastes de cette angoisse collective, parce que ça va durer aussi, et c'est comme une guerre, c'est un syndrome post-traumatique. On le voit dans les décisions, on le verra certainement dans les décisions de consommation, d'investissement, mais aussi à moyen terme, voir comment cette nouvelle compréhension du risque peut être un tremplin pour de nouvelles formes de couverture du risque. Moi, je pense que le virus, ça nous aura rappelé que ces risques dont on parle tout le temps en conseil d'administration d'entreprise, mais pour lesquels on n'a jamais de plan de contingence, il faut les adresser. Et c'est un appel à la communauté des risk managers, et j'imagine qu'au MEB, c'est un sujet qui revient assez souvent. On a vu dans cette pandémie que la dépendance, les stress tests des chaînes d'approvisionnement, des chaînes logistiques, comment travailler avec des gens qui ne peuvent plus venir sur site, eh bien, tout ça, c'est des choses pour lesquelles il ne faut pas juste avoir une slide qu'on montre de temps en temps, il faut vraiment l'avoir réfléchi parce que quand ça se manifeste, ça peut être très disruptif. Et enfin, du coup, sur le travail à la maison, c'est un sujet sur lequel moi, je pense qu'on dit beaucoup de choses, mais on ne sait rien. J'ai des intuitions en tant qu'économiste, c'est que je pense que malheureusement, plus on a une grande part de l'entreprise qui est tout télétravail, plus le risque de délocalisation est grand parce que la distance au travail est grande et que le travail, c'est un endroit de lien. Donc, on va certainement à structurel, puisque cette crise, bien sûr que le télétravail, ça doit rester une option. Mais moi, je suis très inquiet de la créativité et de la création de valeur ajoutée si les gens ne sont pas ensemble. Même si, vous voyez, on échange des savoirs et ça marche très bien en ligne, je crois que pour la mobilité, pour la gestion des carrières et tout ça, ça va poser de sacrés sujets. Pour les salaires aussi. Aux États-Unis, vous savez que la plupart des GAFA ont dit c'est pas grave, vous travaillez depuis chez vous. Et puis, dans un deuxième temps, ils ont dit au fait, si vous travaillez depuis le Minnesota ou si vous travaillez depuis San Francisco, on va vous ajuster le salaire à votre zip code. Eh bien, je pense qu'on est dans quelque chose où on ne mesure pas vraiment les implications. Et donc, moi, je pense que je trouve que c'est bien parce que ça a aidé les gens un peu plus réacs à comprendre que les employés valaient plus que les mètres carrés qu'ils occupent à leur bureau. Donc, ça, c'est une super nouvelle. En revanche, il faut aussi se poser la question de ce que ça veut dire de façon organisationnelle que d'avoir du télétravail dans une entreprise comme une option et ce que ça veut dire pour la productivité. Et ça, à mon avis, ça sera les leçons qu'on va tirer à moyen terme. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie encore de m'avoir écouté. Et puis, bien sûr, je reste disponible pour les questions et les clarifications nécessaires. Merci. Merci beaucoup, Ludovic. C'était extrêmement clair. Je pense que tout le monde a été convaincu par votre démonstration qui est particulièrement intéressante. Alors, nous avons, sans plus attendre, quelques questions que nous avons collectées en amont avec Marion Solaire, la présidente de la Jeune Chambre économique de Monaco, notre partenaire.
nous allons vous poser les questions qui ont été collectées. Et puis ensuite, pendant votre explication, votre démonstration, nous avons aussi reçu un certain nombre de questions extrêmement intéressantes. Alors Marion, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez commencer le feu des questions? Merci. Bien sûr, un grand merci Guillaume et merci également à Ludovic pour cette intervention passionnante, comme chaque année, et d'autant plus dans ce contexte incertain et souvent anxiogène, comme vous l'avez très justement soulevé. Donc sans plus attendre, la première question, un entrepreneur doit-il nécessairement se réinventer ou seulement s'adapter pour survivre à la crise Covid-19? Merci. Moi, je pense que s'adapter, je pense que se réinventer, c'est une forme extrême de s'adapter. Et donc, on doit tous s'adapter à cette crise. Après, je pense que seulement certains vont devoir se réinventer. C'est-à-dire que moi, je suis pas un grand. J'aime pas quand on dit le monde d'après. Je trouve que c'est un peu. Mais ce qui est sûr, c'est que dans certains secteurs, et notamment, bien voilà, hein, l'hôtellerie, restauration, le tourisme, les transports. L'énergie aussi, puisque les ramifications sur la compréhension des priorités environnementales, il va falloir, oui, se réinventer. Quand je vois les décisions qui sont prises sur… quand vous êtes dans l'événementiel, quand vous êtes dans les lieux de culture, vous ne pouvez pas être rentable avec 70% de taux d'occupation. Et donc, ça va forcément appeler à une réinvention, ou du moins, au-delà de la réinvention, la vraie question, c'est est-ce que, moi, le risque que je vois toujours, c'est que l'État décide que c'est un secteur qui lui est attribué. Ça, il faut faire attention à ça. Mais du coup, la question, c'est est-ce que vous pouvez développer des activités pour faire des subventions croisées? Est-ce que juste, moi, j'ai jamais vu autant de restaurants développer leur site en ligne pendant cette crise. Donc, il y a des secteurs où la réinvention peut être une petite forme d'adaptation. En revanche, et donc pour revenir sur l'adaptation, je pense que tous, on doit s'adapter. Moi, mon secteur est plutôt, la recherche, Covid ou pas Covid, j'ai dû m'adapter. C'est-à-dire, j'ai dû relire mes cours d'épidémiologie, j'ai dû adapter mes fichiers pour inclure la folie des décideurs politiques et leur manque de clarté structurelle. On doit tous un peu s'adapter, mais j'ai envie de dire, la bonne nouvelle, c'est que ça faisait peut-être plus de 10 ans qu'on se rendait compte que le monde nous échappait et que l'empirique était plus fort que le dogme. Et souvent, ça, c'est l'antichambre des renaissances. Mais c'est vrai ça devenait habituel de se dire ça devrait marcher comme ça, notamment avec la révolution numérique. Et en fait, ça marche comme ça. Et donc, ça demandait une certaine flexibilité. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est au paroxysme de la flexibilité. C'est-à-dire que pour une petite entreprise, arriver à travailler avec des outils informatiques qui permettent à chacun d'être chez soi et de continuer à contribuer à la bottom line de l'entreprise, c'est une révolution copernicienne quand on était habitué à travailler autour d'une table ou dans un bureau tous ensemble. Et donc ça c'est encore plus vrai aujourd'hui, mais c'était déjà vrai avant, je trouve. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est quand même l'ADN de l'entrepreneur, c'est ça. On ne sait pas de quoi est fait demain. Et en fait, il faut juste rester open et avoir des valeurs, des principes très forts. Et puis avancer. Et ça, je pense que c'est pour ça aussi que ça va être une ère qui va être très forte pour l'entrepreneuriat, je pense. Beaucoup plus que pour le salariat. Même si l'entreprise prend conscience qu'elle devient un lieu unitaire de sécurité et qu'elle a un rôle qui est plus fort que juste celui de faire travailler les gens ensemble pour faire du profit. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de questionnements qui découlent de cette crise et peut-être une renaissance d'une forme d'entrepreneuriat. Merci beaucoup Ludovic. L'antichambre des renaissances, c'est une très très belle formule qui pourrait servir probablement de sous-titre à cette conférence. Alors, nous avons reçu une question en amont qui est la suivante. Dans notre histoire moderne, les grandes puissances ont souvent mis en place des politiques isolationnistes pour faire face aux crises économiques. La crise actuelle sonne-t-elle ce moment? C'est ce que je disais un peu en introduction, c'est-à-dire que moi, quand j'ai entendu le discours du président hier et qu'il nous rappelle que cette crise est un moment de nation,
et donc un moment où on doit retrouver un destin collectif. Et la fin, et c'est ça le problème, c'est qu'il a dit c'est la fin de la société des individus libres. Je pense qu'en effet, dans la tête de beaucoup de dirigeants, c'est un moment où ils doivent recreuser les sujets politiques domestiques et moins ceux de coopération internationale. Et alors, donc on a forcément un repli sur soi, et en même temps, la réalité, c'est pas celle-ci. La réalité, c'est que l'Europe, après un début difficile, hein, où on était tous à voir les images horribles des médecins italiens dépassés par le nombre de cas en réanimation, et la, la présidente de la Commission européenne qui recevait Erdogan et Greta Thunberg. Et donc, je me disais, mais quel type d'anachronisme on est en train de vivre entre l'urgence du secteur sanitaire italien et puis la présidente de la Commission européenne qui reçoit des invités de marque. Et puis après, ça s'est emballé. Et après, on a dit, OK, on est ensemble, on doit le faire ensemble. On ne le gère pas de la même façon. Les Autrichiens n'étaient pas d'accord. Ensuite, sur la forme de mutualisation des dettes, c'était les Hollandais qui n'étaient pas d'accord. Mais au final, ça s'est fait. Et donc, c'est assez drôle parce que derrière la pandémie, il y a une volonté de trouver des solutions globales. Et donc, on a une première phase de solutions très locales et avec pas mal de finger pointing, notamment vers la Chine. Et maintenant, je crois qu'on revient, maintenant que le pire est passé, je pense qu'on se dit de toute façon, on ne peut que sortir de ça ensemble. Est-ce qu'en revanche, ça veut dire qu'on va augmenter le budget de l'OMS? Non. Est-ce qu'en revanche, ça veut dire qu'on va toujours avoir une certaine forme de souveraineté retrouvée? Oui. C'est-à-dire qu'en Europe, par exemple, on voit que certains pays qui étaient très mercantilistes, comme l'Allemagne, aujourd'hui parlent de souveraineté numérique, de protection des investissements. On est d'ailleurs en train de développer une solution de protection d'investissement comme le CFIUS américain au niveau européen. Donc, on voit tout ça. Donc, c'est très paradoxal et c'est un peu comme toutes ces crises. C'est-à-dire qu'on va être obligé à un moment donné d'accepter que le vaccin va être développé peut-être pas chez nous et on va importer ce vaccin et tout le monde va faire en sorte que ce vaccin soit peu cher pour qu'il soit disponible pour tout le monde. Donc, vous voyez, c'est peut-être un moment d'extrême. C'est un moment d'extrême repli sur soi, un moment d'extrême ouverture vers des solutions qui ne viendront que de l'international et de la mondialisation. Et donc, moi, je me refuse, je pense que, de toute façon, je n'ai jamais cru que la mondialisation était morte, même avant. Quand les gens parlent de démondialisation, je trouve que c'est toujours, il faut savoir exactement de quoi on parle. Si on parle du contenu en bien, du contenu des importations, de la production, du contenu en import de la production, oui, il baisse. Mais en revanche, sur les services, sur les données, sur les gens, jusqu'à la pandémie, moi, on avait une accélération de la mondialisation. Donc, c'est un petit peu ça. Cette fois-ci, c'est vrai que les gens ne se déplacent plus. Et donc, mais ça va repartir. C'est pas, ça, c'est pas fini. Il faut juste qu'on trouve un protocole et puis qu'on soit un petit peu plus clair là-dessus. En revanche, ça pose forcément les questions de ce qu'on est prêt à avoir comme dépendance. Parce que la mondialisation, c'est accepter d'être dépendant des autres. Et on voit que sur la gestion du virus, on n'a pas pu faire assez confiance aux autres pour lutter, mais c'est normal. Donc, un moment d'extrême, et je pense qu'on va trouver ce pendule entre des annonces très souverainistes et des annonces très globalistes, notamment en France, mais dans beaucoup de pays. Aux États-Unis, si Biden est élu, on va forcément avoir ça. Il ne va jamais pouvoir détricoter la guerre commerciale avec la Chine, mais il va signer les accords de Paris dès son élection. Donc, on va avoir cette oscillation parce qu'il va falloir répondre à cette peur collective très nationale, pour le coup, qu'a été le virus. Merci beaucoup, Ludovic. Alors, c'est une excellente réponse. Je crois que Marion a reçu encore une question tout à fait intéressante concernant un événement qui a maintenant 20 ans. Marion? Oui, tout à fait. Merci Guillaume. Alors en effet, Ludovic, économie de guerre, transformation des sociétés, retour du chacun pour soi, restriction des libertés. La situation est-elle finalement comparable à ce que le monde a connu après le 11 septembre? Je crois que c'est assez comparable. C'est assez comparable en 3 points. Un, la personnification de l'ennemi.
parce que même si le virus est invisible, on sent que malheureusement, et c'est très triste, je trouve, il y a un sentiment anti-chinois très fort. C'est et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir moi, j'ai une étudiante brillante chinoise que j'avais fait recruter chez Allianz. Elle est venue me voir la semaine dernière en me disant je rentre en Chine parce qu'elle se sent plus, elle a l'impression que tout est compliqué et on va vraiment avoir. C'est dommage d'égaliser une nation avec ces gens, et je sais qu'ils sont 1,4 milliard, donc c'est un peu compliqué, mais on va avoir bon, voilà. Donc le terrorisme et l'Afghanistan et une religion et un peuple, je trouve qu'il y a une certaine équivalence. 2, c'est une angoisse collective, donc il faut vivre avec. Donc ça a changé la façon dont on passe la sécurité à l'aéroport, et on aura certainement ça aussi. 3, la comparaison avec le 11 septembre, c'est aussi celle de la fin d'une époque, on va dire, d'insouciance vis-à-vis de certains risques. Donc là, c'était les risques sécuritaires, et là, c'est les risques sanitaires. Donc ça, c'est les 3 choses. J'espère que la comparaison continue, c'est-à-dire qu'après le 11 septembre, on a vécu, après le choc, on a vécu aussi un rebond très fort, un rebond d'envie, de vitalité, de vivre ensemble aussi. Donc ça n'a pas été facile tout de suite, et bien sûr, il y a eu des hauts et des bas, mais j'espère aussi qu'il y aura cet élan. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense que le virus, c'est quand même qu'une parenthèse dans la grande histoire. Donc il y a des parallèles, mais il y a aussi des grandes différences. Et les grandes différences, c'est ce qui me dit que ça sera peut-être moins compliqué, c'est aussi qu'on est peut-être rentré dans cette crise un peu plus, comment dire, pas aussi naïf que là où on était juste avant le 11 septembre sur ces risques-là. Par exemple, la science médicale a toujours fait des tonnes d'avancées, donc il n'y a pas besoin de repenser totalement ça. Pareil, la différence avec le 11 septembre, elle s'arrête aussi sur le fait que c'était très local, alors qu'ici c'est très global. Et donc, du coup, ça apporte il y a plein de réponses, il y a plein de laboratoires d'idées sur comment vivre avec ce virus des 194 pays dans lesquels il est présent. Et donc, je pense qu'il y aura certainement un peu plus de. Ouais, il y aura certainement pas la réponse au 11 septembre, ça a été l'hégémonie américaine paroxysmée, en fait. Alors que là, je pense qu'on va voir, moi, par exemple, je suis assez surpris de voir qu'on apprend des uns des autres beaucoup plus. Donc, il y a moins cette unipolarité, et ça va être aussi, à mon avis, quelque chose qui va certainement accélérer la sortie de cette crise aussi. C'est-à-dire qu'on va voir différentes choses. Ça va être beaucoup plus bottom-up dans la réponse. Et puis voilà. Merci beaucoup, Ludovic. Ça, c'est une très, très bonne réponse. Une question quand même qui est un petit peu sur toutes les lèvres à Monaco. Vous savez que l'activité touristique est tout de même très forte. La question que nous venons de recevoir, c'est quelle perspective anticiper pour 2021 pour le secteur du tourisme et pour celui du luxe dans ce contexte? Alors, le secteur du luxe, lui, à part le luxe dans les aéroports, où en effet, il y a quand même eu des bons chiffres, hein. Là, on va voir les chiffres du Q3 et du Q4. Ils vont être très importants pour les grandes entreprises du luxe. Mais le luxe ne connaît pas la crise. C'est un sujet. Alors, le tourisme, c'est très différent. Le tourisme, c'est une saison catastrophique, un retour vers des niveaux d'avant-crise prévus pour 2023. Et donc, quand on est dans le tourisme de luxe, eh bien, on a exactement ça. C'est-à-dire qu'on a une situation où il va falloir… C'est très différenciant. Et donc, pour Monaco, je pense que c'est une opportunité sans précédent de jouer sur ses forces. La sécurité, l'expérience, peut-être le tourisme connecté, des choses comme ça, c'est ce que disait Michel en introduction. Mais pour ça, ça demande énormément d'investissement, et dans un secteur qui, pour le moment, vit un peu sur ses réserves. Donc 2021, à mon avis, ça va être une année très difficile, et c'est pour ça que ça doit être du coup, ça va être une année qui va vraiment séparer le grain de l'ivraie. Et donc, c'est une année qui va certainement révéler des entreprises du luxe et du tourisme, d'ailleurs, qui étaient très mal en point avant,
et qui n'arriveront pas à passer 2021, et d'autres qui ont les reins plus solides, qui vont faire les bons investissements et qui peuvent regagner très vite des parts de marché. Ça va être aussi une année de consolidation, une année de fusion d'acquisition. Et donc, il faut rester très ouvert là-dessus. C'est-à-dire qu'on avait dans le secteur du tourisme et dans le secteur du luxe, on avait des multiples incroyables. Je ne veux pas parler d'une boîte qui commence par L et finit par VMH, mais quand vous regardez ce qui s'est passé avec son homologue américain, ils ont acheté ça beaucoup trop cher par rapport à ce qui s'est passé après le coronavirus. Et ça donne l'épisode légal auquel on fait face. Mais dans quelques temps, il y aura certainement énormément de cibles d'acquisition à beaucoup moins cher dans ces secteurs. Et donc, pareil pour Monaco, c'est peut-être ça aussi qu'il faut rester ouvert à des acquisitions de solutions et certainement aux investissements internationaux. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être un retour de flux, c'est-à-dire que ce sera peut-être moins de touristes qui viennent, mais plutôt une expérience monégasque qu'on peut exporter différemment. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Mais ça va être une année difficile. Ouais, le pire est derrière nous, je pense. C'était le confinement. Mais c'est le temps qu'on arrive à réenclencher l'ensemble des moteurs qui permettent au tourisme d'aller mieux, ça va prendre du temps. Merci Ludovic. Marion, une question sur les investissements, justement. Oui, tout à fait. Merci Guillaume. Et justement, Ludovic, vous venez de parler des investissements dans le secteur du luxe. Un de nos participants nous a posé une question un petit peu plus large. Et justement, dans quel poste d'investissement les entreprises doivent-elles investir en priorité, et particulièrement pour les PME? Bien, ça dépend de chaque entreprise, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une période déflationniste. Donc, c'est le moment de couper les coûts. Et donc, utiliser, parce que vos fournisseurs, ils vont venir vous voir et ils vont voir votre business. Et donc, c'est malheureux, mais c'est comme ça. La première stratégie dans une crise, c'est de resserrer un petit peu. Du coup, mais de surtout pas garder ce cash et de le réinvestir. Donc, vous n'avez pas besoin forcément d'augmenter vos investissements, mais vous réallouez une partie de vos coûts qui vous jugez superflus vers une forme d'investissement. Vers quoi vous investissez? D'abord dans vos gens. La formation, vous assurez que vous arrivez ça peut être dans votre chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire que vous arrivez vous investissez dans votre résilience. Et si vous avez un peu plus de marge de manœuvre d'investissement, il faut passer à l'attaque. Soit vous passez à l'attaque chez vous, et donc ça peut être dans pas mal d'entreprises l'expérience et en ligne. Soit donc la marque, parce que la marque continue d'être exportable et exportée malgré les mesures de restriction, on va dire, mais l'expérience digitale, par exemple, si vous arrivez à vraiment avancer très fortement, et peut-être parce que ça coûte moins cher aujourd'hui de développer des solutions digitales, aussi parce que il y a des entreprises les fournisseurs de ces secteurs-là recherchent des marchés. C'est le bon moment pour faire ça. C'est le bon moment aussi pour investir dans la croissance externe. Moi, je reste persuadé qu'il faut vraiment regarder les concurrents acheter, les cibles Il y a des entreprises qui, malheureusement, sont rentrées dans la crise très endettées. Il y a des entreprises qui sont entrées dans la crise très vulnérables. Et donc, c'est le bon moment aussi pour faire cette croissance externe. Donc, digital et croissance externe, c'est clairement les deux postes. Une fois que vous avez investi suffisamment pour la résilience de votre système informatique, pour garder vos talents, pour réinvestir dans vos fournisseurs si eux sont exsangues, ça fait partie des choses qu'il faut faire. Mais après, ça dépend vraiment d'une entreprise à l'autre et de la marge de manœuvre d'investissement que vous avez. Mais clairement, je trouve que le digital a connu une accélération majeure. Et donc, il faut pas, là, on peut plus se louper là-dessus parce que si on vit dans une société où on a moins de contacts, il faut réinvestir la dématérialisation et la désintermédiation des échanges, ça c'est sûr. Merci beaucoup Ludovic. Je tiens à signaler que nous n'avions pas prévu cela, mais au passage, je vous signale que le MEB va s'associer d'ici très peu de temps à une initiative gouvernementale visant précisément à aider les sociétés à se digitaliser. Donc, on est vraiment au cœur
de ce que vous préconisez. J'en suis très content. Alors, on vous écouterait parler des heures de notre côté, mais je crains hélas que nous ne dussions nous séparer. Peut-être avec une dernière question, la toute dernière, qui est quand même assez intéressante parce qu'elle est assez spontanée d'un de nos spectateurs qui dit « Si vous deviez lancer une entreprise aujourd'hui en France ou à Monaco, quel business lanceriez-vous » Quelque chose autour du care. Donc, quelque chose, moi, je pense qu'il y a un truc à faire autour du soin, notamment des personnes âgées. Parce que ça, pour le coup, ça ne connaît pas la crise et on ne sait toujours pas créer un robot qui s'occupe d'une personne dépendante ou pour la réautonomiser. On est en train, tout le monde travaille dessus, mais moi, je ferais ça. Parce que aussi, peut-être que cette crise démontre que les filets informels, que sont la famille, les amis, etc., vont jouer une place encore plus grande. Donc, je ferais quelque chose autour de ça. Ouais, voilà. Merci beaucoup, Ludovic. C'est un conseil, je pense, qui a été entendu et qui sera certainement partagé. Merci mille fois d'avoir bien voulu partager votre science avec nous. Je rappelle que ce webinaire sera en ligne et sera évidemment visible. Il sera sur notre site internet. Vous pourrez le retrouver à tout moment. Je rappelle aussi que nous aurons un prochain webinaire dédié au secteur du yachting, un webinaire sectoriel dédié au secteur du yachting le 4 novembre. Et puis, je vous invite à retrouver Ludovic Subran pour la suite des événements en octobre 2021 pour que nous sachions si nous avons enfin pu sortir de cette crise. Merci beaucoup, Ludovic. Merci, Guillaume. Merci, c'était un vrai plaisir. Merci à toute l'équipe du MEB et merci à tous les adhérents qui ont bien voulu se connecter. Et puis, à très vite. À très vite. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.